bonjour à toutes et à tous. On va démarrer doucement pour parler des 90 ans de la revue Weird Tales, qui en fait est une accroche pour parler de trois auteurs qui ont été les grands piliers de cette revue. Alors, nous avons une heure devant nous à peu près. On va la diviser en deux parties. Première partie, je poserai des questions à nos amis. Et puis deuxième question, ce sera à vous de jouer, de poser les questions que vous souhaitez. Alors, donc ce qui nous réunit, c'est la revue Weird Tales. 90 ans, ça veut dire 1923. C'est une revue évidemment de légende qui nous a permis de découvrir Lovecraft, Howard et Smith, bien sûr, mais aussi des foultitudes d'autres auteurs de légende. Et en regardant sur Internet ce que vous allez voir défiler derrière moi, les couvertures de cette collection, on se prend à rêver. Et il y en a un qui m'a fait rêver dans toute cette bande, c'est Seabury Queen. Celui-là, vraiment. Et puis j'ai redécouvert Catherine Moore, évidemment, et Enberg, Co. Alors cette revue a été dirigée par Edwin Baird, peu de temps, et ensuite elle a été prise véritablement en main par Farnsworth Wright, après que notre ami Lovecraft ait refusé d'en devenir le rédacteur en chef. Alors c'est une revue qui va vivre jusqu'en 1954, avec, il est vrai, un petit coup d'essoufflement à partir des années 37, 37 étant du reste l'année de la mort de Lovecraft. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais voilà. Donc cette revue disparaît en 54. Et vas-y, je t'en prie. Ça marche? Ouais. Je pense pas qu'il y ait de rapport direct entre Lovecraft. Non, parce que ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il n'était plus publié par Weird Tales, qui avait refusé certains de ses principaux textes. En revanche, ce dont on peut parler, c'est de la maladie de Farnsworth Wright, qui a atteint la maladie de Parkinson. Un, deux, oui, ça marche. Oui, en fait, non, Wright avait la Parkinson depuis les années 20, donc c'est pas lié au fait que Weird Tales s'est arrêté. Le changement s'est fait en 1939 lorsque Weird Tales a été racheté, et la firme qui opérait sur Chicago s'est déplacée pour arriver jusqu'à New York. Et c'est là, du coup, que Wright a dû démissionner. Il a été remplacé par une femme qui s'appelle Dorothy McIlvray, et ça a correspondu, donc on est fin 39, ça qui correspond à la période de déclin du magazine. Alors cette revue, elle meurt et, comment dire, elle a ressuscité dans les années 80, je crois, en 1980. 73 déjà. 73, et puis, vas-y, là je ne suis pas très compétent sur le nouveau Weird Tales. Alors 73, il y a eu 3-4 revues, 3-4 numéros qui sont parus. En 75, il y a Lynn Carter qui décide de relancer Weird Tales, mais il fait ça sous forme de livre et non pas de revue. Et dans les années 80, il y a Darrell Schweitzer qui relance la revue, qui devient un trimestriel de mémoire en adoptant le format pulp, qui publie des auteurs plus ou moins pulp, il y a quelques auteurs classiques de Weird Tales et de Ward, etc., ou quelques poèmes, des fonds de tiroir principalement, plus des auteurs récents, il y a Jutter, il y a Wagner, des gens comme ça, et ça marche plus ou moins bien. Je crois que ça continue encore aujourd'hui, j'en suis pas vraiment sûr. Ok. Rien d'autre sur le nouveau Weird Tales. Le souvenir de la revue, le magazine That Never Dies, on est vraiment plein dedans, il n'arrive pas à mourir. Je ne sais pas si au Sonnet, il y avait eu, je crois que c'est dans les années 70, j'ai vu une ento qui a été publiée par, enfin une ento pour plusieurs volumes, publiée par Sado, des meilleures nouvelles de Weird Tales, qui malheureusement, je crois, n'est plus éditées. Ouais. Ok, bon, donc voilà quelques mots sur Weird Tales. Donc on va s'arrêter aujourd'hui sur les trois piliers de Weird Tales. Robert Howard avec Patrice Lunet, qui est aujourd'hui notre Howardien de l'étape. Patrice a fait beaucoup de choses. Il a collaboré aux échos de Cimmérie de Fabrice Torté. Et puis il a fait un travail de fou, comme on les aime, en
revisitant Conan le Barbare dans son intégralité, et puis Solomon Keynes aussi, je crois. Donc, présentation hyper rapide, hyper simple, hein, vous rajouterez ce que vous voulez. Donc, David Dunet, qui est le Clark Alstonien de l'étape. Alors, Clark Alstonien de l'étape, il anime un site internet sur le fantastique. Il a commis une préface, postface, un bouquin de Nicolas Liot, si ma mémoire est bonne. Et il vient de sortir, je vais dire aujourd'hui, puisque les bouquins sont arrivés avant-hier, son premier bouquin sur Clark Alston aux éditions de l'Œil du Sphinx, dont il va vous parler. Et puis Last Not Least, le Lovecraftien de l'époque, de l'Escale, le Lovecraftien de l'Escale, qui, alors lui, faire sa bibliographie, c'est compliqué parce qu'il a fait tellement de choses. Il est romancier, il est novelliste, il est traducteur, il est scénariste de BD aussi, je crois. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il a revisité deux textes magnifiques, celui des montagnes hallucinées et celui des contrées du rêve. Voilà pour une présentation synthétique. Encore une fois, vous rajouterez ce que vous voulez. Alors, je vais vous poser à chacun deux questions pour démarrer. Vous y répondez, puis charge aux deux autres de rebondir. Alors, la première question, c'est la même pour vous trois. Elle est simple. Comment vous êtes tombé dans la soupe? Alors, la soupe Weird Tales, Howard, pourquoi? Alors moi, Howard, je l'ai découvert d'abord par les bandes dessinées Marvel, parce qu'à l'époque, je lisais tout ce qui était Marvel. Et puis un jour, j'ai un ami qui me dit, mais tu sais que ce sont aussi des nouvelles à la base. Donc du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer de lire ça. J'ai lu La Tour de l'éléphant à l'époque, et là, j'ai pris une claque phénoménale, et j'ai compris que j'avais découvert mon auteur fétiche. Donc j'ai commencé par les Conan comme pas mal de gens, et ensuite j'ai fait la migration vers les Néo, qui à l'époque sortaient du Howard tous les 2 mois. Et j'ai mangé du Néo pendant des mois, jusqu'à finalement ne plus avoir assez des Néo, carrément aller aux États-Unis, devenir correspondant de Glen Nord, partir aux États-Unis, et puis pour aller travailler directement sur les manuscrits d'Howard. Et puis à une époque, j'ai décidé qu'il fallait carrément que je collectionne les fascicules Weird Tales. Donc j'ai acheté mon premier Weird Tales il y a très longtemps maintenant. C'est celui dans lequel il y a les Pigeons d'Enfer, donc numéro de septembre 38. Et lire les Weird Tales, les histoires de Lovecraft, de Howard, de Smith, en réédition ou en traduction, c'est pas mal. J'avoue que rien ne vaut l'odeur du vieux papier de ces vieux pulses qui sont très fragiles. Moi, je suis tombé dans Smith par l'intermédiaire de Lovecraft, inévitablement, parce que Smith est très très peu connu en France et même aux États-Unis. C'était, si je me souviens bien, dans un recueil qui s'appelait Le Masque de Cthulhu, avec quelques histoires de Lovecraft, et puis il y avait, il me semble, du Sprague de Camp, de d'autres auteurs, et un texte de Smith. Et puis alors là, j'ai été stupéfait, à la fois par l'étrangeté du style, par l'étrangeté de Smith, et en même temps d'avoir le sentiment d'être vraiment en territoire très familier. Les images de Smith me frappaient par la familiarité qu'elles évoquaient pour moi. Et à partir de là, j'ai écumé ce que j'ai pu écumer. J'ai fait le tour des Néo, 8 recueils qui, mes souvenirs sont bons, un Poséidonis à la librairie des Champs-Élysées. Enfin, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu ramasser de Smith en français. Et puis je me suis ensuite tourné vers les éditions américaines. Et à chaque fois, j'étais frappé par l'extrême beauté des textes de Smith, par l'extrême beauté de son style. J'ai découvert sa poésie. Là aussi, je trouvais que c'était absolument stupéfiant d'imagerie. Et j'ai cherché à comprendre comment est-ce que Smith faisait pour arriver à me provoquer de telles émotions et de telles sensations. Voilà, donc je l'ai décortiqué, et je me suis intéressé à sa prosodie et à son style. Voilà. Je crois que j'ai toujours lu beaucoup de livres, notamment aussi du fantastique, etc.
C'est un jour, je crois que je traînais dans le couloir où il y avait une bibliothèque chez ma mère, et je suis tombé, il y avait 4 volumes qui dénotaient un peu dans sa bibliothèque, c'était les 4 Présence du futur, couverture blanche autrefois. Et il y avait également le gros cahier de Lerne que François Truchot avait consacré à Lovecraft en 69, c'est mon numéro album. Je ne sais pas pourquoi j'avais été attiré par les titres, tout simplement. Par le fait que les ouvrages probablement ne correspondaient pas au reste de la bibliothèque. En fait, je les ai pris, j'ai tout lu. Et je pense que depuis cette année-là, donc ça doit être 82-83, il n'y a pas eu d'année où je n'ai pas relu du Lovecraft. Alors, juste une chose, je l'ai lu en français, évidemment, comme beaucoup d'entre nous. J'ai lu les ouvrages publiés chez Pocket, où avec le nom Lovecraft, il rajoutait une nouvelle dedans, histoire de vendre, et on mettait un peu n'importe quoi derrière. Donc il y avait le masque, le machin, il y avait l'horreur dans le cimetière, l'horreur dans le musée, l'horreur partout, quoi, y compris dans les livres d'ailleurs. Et je jouais au jeu de rôle aussi. Je jouais au jeu de rôle, je ne sais pas si vous avez connu le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui a beaucoup contribué à faire connaître l'œuvre de Lovecraft dans les années 80. Donc moi j'aimais pas trop y jouer parce qu'on mourait toujours, soit à la fin soit on meurt, soit on devient fou. Enfin, c'est un peu comme dans les nouvelles. Donc j'aimais bien diriger les parties. Et puis ensuite en travaillant dans l'édition, j'ai eu l'occasion de travailler avec François Truchot, que tu connais, j'imagine, bien sûr. Et c'était marrant de le rencontrer. Lui avait traduit du Lovecraft, avait traduit aussi du Howard. Et puis ça fait très bizarre de se voir proposer un jour de traduire soi-même du Lovecraft. J'ai l'impression d'accomplir un rêve. Je dis ça, c'était assez merveilleux de pouvoir travailler sur cet auteur dans le biais de l'ouvrage collectif, le guide de Kadat, et à la fois de le retraduire. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour dire que je l'ai retraduit, c'est pour dire simplement que c'est en le lisant. Je l'avais déjà lu en anglais, j'avais acheté aux États-Unis justement des petits ouvrages. Il faut voir ce que c'est, hein, c'est des trucs, je crois que c'est une Necronomicon Press. C'est des tout petits fascicules, on n'a pas idée, enfin, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, il y a 10-12 pages reliées, c'est agrafé probablement à la main, je ne sais pas combien d'exemplaires c'est tiré, peut-être 500. Même pas, la plupart c'est 200-300 Necronomicon. Ouais. J'avais l'histoire enfin j'ai toujours d'ailleurs l'histoire du Necronomicon, les fungi du Yogod, des trucs comme ça. Et tout ça pour dire que c'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis, en le traduisant au plus près, que je me suis rendu compte que cet auteur, je pensais connaître, pour avoir lu beaucoup de choses sur lui, pour l'avoir beaucoup lu et relu, en fait, je ne le connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ok. Eh ben, écoute, David, tu vas garder le micro. La question est la suivante. Lovecraft a connu et connaît une postérité post-mortem assez exceptionnelle. Aux États-Unis, un peu, en France, beaucoup. Il y a ces textes, traduction, retraduction, il y a les essais, il y a des wagons, des foultitudes d'essais et d'études qui ont été commis sur Lovecraft. Il y a les pastiches, il y en a des brouettes entières. Comme il y a des pastiches de Howard aussi. Comme il y a des pastiches de Howard. Il y a le jeu de rôle dont tu as parlé, qui effectivement... Et le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, c'est quelque chose de très très intéressant, parce que, comment dire, il commente, illustre et prolonge l'œuvre de Lovecraft de façon remarquable. Oui, avec une vision, si j'ose dire, la vision du jeu de rôle, c'est Sandy Peterson qui l'a fait, correspond un peu à la vision que Derlet avait de Lovecraft. Oui. C'est-à-dire quand on rentre dans le détail, en fait, la cosmogonie qui est présente dans le jeu de rôle, mais peut-être qu'elle a été retravaillée, c'est pas forcément le sujet ici, pour permettre des interactions entre les monstres et les personnages, etc., ne correspond pas à l'idée que Lovecraft, lui, se faisait de son monde. Mais enfin, moi, il y a longtemps que je ne joue plus au jeu de rôle, mais je continue à acheter les fascicules de Call of Cthulhu et autres. Et moi, je suis toujours émerveillé par, comment dire, enfin, c'est du pastiche, hein, mais les adaptations et les prolongations qu'on peut faire de l'œuvre de Lovecraft dans des univers qui n'étaient pas obligatoirement le sien par structure, c'est assez formidable. Bon, cela dit, le fil de ma question, donc postérité invraisemblable, il n'y a que le cinéma et Lovecraft, ça ne s'emboîte pas toujours très très bien. Donc le fond de ma question est la suivante. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a encore des choses
à dire et à faire sur Lovecraft? Est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout? Je suis trop provocateur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a à peine commencé à l'effleurer. Je dis ça très sérieusement. Par exemple, on ne connaît même pas sa correspondance. Enfin, je veux dire, on ne la connaît pas vraiment en France. Il y a eu les éditions de Bourgois qui ont publié un vague volume et c'est tout. Aux États-Unis, on en a comme des selected letters. En France, c'est tout à fait inconnu. Ça fait partie aussi de son œuvre. C'est-à-dire que Lovecraft est aussi un grand correspondant. Il écrit beaucoup, il correspond énormément avec toutes sortes de personnes. C'est vrai que le volume de la correspondance de Lovecraft, c'est colossal. Et que sa production de fiction est très faible à côté de sa correspondance. Beaucoup disent, et je suis pas loin de penser comme eux, que c'est probablement la personne au monde qui a le plus écrit de lettres. C'est-à-dire Voltaire, à côté, c'est rien. L'estimation est de 100 000 lettres pour Lovecraft. Et c'est quand on dit 100 000 lettres, c'est pas... c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de ce que c'est aussi qu'une lettre. C'est-à-dire que souvent, c'est recto verso, ça peut être long, et il écrit d'un côté de la feuille jusqu'à l'autre, il remplit tout. Hein. Et c'est écrit tout petit, c'est impressionnant. Oui, il fait le parfois, oui, c'est impressionnant. Et avec des crobards. Voilà, enfin, donc pour revenir là-dessus, oui, moi je crois que, quand on me pose la question, je dis souvent Lovecraft est le plus méconnu des auteurs connus. C'est-à-dire que, d'abord, il y a ceux qui ne le connaissent tout simplement pas. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la salle ici, mais enfin, il n'est pas forcément si connu que ça du grand public non plus. Et ensuite, quand on le connaît, je pense qu'on s'arrête très facilement à des sortes de clichés qui nous empêchent ou avec lesquels on s'empêche de voir un peu plus loin, comme par exemple le racisme. Très souvent, si je dis la réaction la plus basique à laquelle je peux être confronté moi quand il m'arrive d'en parler, c'est « Ah oui, quel grand auteur, mais il était raciste. Hein. » Ouais. On a publié du reste il y a quelques années à l'ODS un bouquin, pas sur le racisme, mais un bouquin de Jackie Ferjot sur Lovecraft et la politique qui est fort intéressant parce que le mettre dans une catégorie facho, c'est quand même aller trop vite. Bon, alors cela dit, tu me rassures, il y a encore plein de choses à faire. Alors juste un petit truc, t'as un truc sous le coude sur Lovecraft en ce moment? Là, il y a 2 volumes, donc on a retraduit tout ce qui avait trait au Contrées du rêve, notamment les nouvelles qui avaient été recueillies dans un recueil en France qui ne correspond à rien aux États-Unis. C'est Démons et merveilles. Démons et merveilles, c'est un titre inventé pour la France. Hein. L'ordre des nouvelles n'est pas bon, etc. Alors, je rentre pas dans le détail. On a retraduit les montagnes hallucinées. J'avoue, le but, mais je sais que c'est un travail de très longue haleine et probablement je mourrai avant de l'avoir terminé, c'est de tout retraduire. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on doit retraduire un auteur. Peut-être qu'il a mal été traduit, plus ou moins bien traduit. Et puis, oui, moi j'ai commencé, c'est à force de prendre des notes sur lui en le traduisant, d'avoir mon glossaire, des choses comme ça. C'est vrai que bon, j'ai, je sais pas, 200, 300 000 signes de notes sur lui. Je me dis peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose. Oui. Ok. Bien, alors à Patrice maintenant, question brutale et simple. Ton ami Howard, finalement, est-ce que c'est autre chose qu'un créateur de grands spectacles? Il est connu comme créateur d'univers, c'est à la fois sa grande force et sa grande faiblesse, puisque c'est la porte d'entrée pour beaucoup de gens. La plupart des gens qui découvrent Howard ne vont pas découvrir Howard par ses écrits, ils vont le découvrir par les films, par les comics, les pizzas, il y a eu une époque, les jouets, les coussins, les jeux de rôle, les animés, les séries télé. Bref, il y a énormément de passerelles en fait pour rentrer dans l'œuvre de Howard, mais la plupart des gens qui vont découvrir Howard par le biais de ses pastiches, de ses adaptations, ne connaissent pas le Howard littéraire, qui n'a strictement pas grand-chose à voir avec la figure populaire de Conan, ce qu'on appelle Conan le Barbare. Moi, je n'appelle jamais Conan le Barbare. Conan le Barbare, c'est un film et qui pour moi n'a rien à voir avec l'œuvre de Howard. Je dirais que le problème majeur que j'ai, ou en tout cas un des problèmes que j'ai avec toutes ces adaptations, c'est qu'elles centrent les créations et l'univers howardien sur un personnage, alors que Howard, lui, ne s'intéresse pas véritablement au personnage ou à la biographie de son personnage. Il n'y a aucune nouvelle de Conan qui s'appelle Conan le quelque chose. Alors que tous les romans, les pastiches, etc., c'est systématiquement Conan le machin, Conan le boucher, le charcutier, ce que vous voulez, ce qui est très très gênant. En fait, Howard, il a des choses à nous dire,
Et ça, c'est occulté par les adaptations, quelles qu'elles soient, qui veulent nous vendre absolument cette image du barbare, conquérant, triomphant, qui m'agace au plus haut point. Donc, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient avec Howard, c'est qu'aujourd'hui, c'est un auteur qui est, comme Lovecraft, il est connu en raison d'une postérité. Cette postérité, elle est souvent douteuse, et que cet avantage d'avoir une postérité qui fait que, ah oui, effectivement, c'est lui qui a créé tel personnage, se révèle dans un premier temps un avantage et rapidement un inconvénient, puisque lorsqu'on essaie d'expliquer ou de faire œuvre pédagogique auprès des gens pour leur expliquer, mais non, ce n'est pas un personnage qui a l'accent autrichien et qui sait aligner trois mots dans une phrase, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, on a un véritable travail qui est complexe. Il a fallu des années, on y arrive maintenant, on y est arrivé au point de vue éditorial, que ce soit en France ou dans les pays anglo-saxons, mais pour la plupart des gens et pour le grand public, Howard, ça va être Conan, et Conan, ça va être un crétin en slip de fourrure. Donc oui, c'est un vrai travail qui est long, qui est parfois épuisant. Ok, merci. Bon, alors, le petit dernier, là. Pourquoi est-ce que finalement ton ami Clark Alston est le moins connu de l'équipe? Enfin, y a-t-il une malédiction? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas compris? Malédiction, j'aime bien le mot. Parce que Smith aurait aimé, il est né un vendredi 13, donc il avait l'idée qu'il était sous le coup d'une malédiction. Non, je pense que le style de Smith fait qu'il est peu abordable, très précieux. Il a même une revendication à un décadentisme poussé à l'extrême. Ce qui fait que ça ne s'adresse pas à tous les lecteurs, véritablement. Et puis, la seconde ambition de Smith, c'est l'imaginaire pur. Il aborde le réel. Je crois que ça, il se sent très très mal dans le réel. Et donc, l'ambition absolue de Smith, c'est d'écrire des histoires totalement dénuées de fondements humains. Ce qui, de fait, rend la lecture pas absolument facile, je pense. Et l'abord de Smith, pas absolument facile. Et puis, pour l'opposer à Howard, il me semble que une des grandes qualités de Howard, c'est justement la facilité de son style. C'est très très plaisant à lire, ça coule très facilement, le lexique est de fait assez restreint, ce qui lui confère une très grande efficacité. Et de l'autre côté, Lovecraft, il y a une dimension d'étrange, permanente qui est là, mais on n'a pas forcément les difficultés, on n'a pas forcément la préciosité qu'on a chez Smith. Alors je pense que ceci peut expliquer ça. Et puis enfin, Smith était quelqu'un qui est véritablement sans concession. Il passe son temps à se battre avec Wright, qui fait des coupes sauvages dans ses textes, qui retranche certaines phrases, qui supprime certaines descriptions entières. Et Smith supportait très 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 mal la chose. Le fond chez Smith, c'est pas l'histoire, c'est l'atmosphère, c'est le travail de l'écriture. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est passé à la trappe, parce que de fait, le lectorat qui peut appréhender Smith et y trouver du plaisir, il est très restreint. Non pas que ça suppose une très grande érudition, mais je pense que c'est une affaire de sensibilité particulière. Oui, je ne suis pas d'accord avec le style de Howard. Je trouve que Howard a un style extrêmement poétique en tant que... Enfin, l'expérience de lecture est une expérience pour moi poétique, dans les meilleurs passages évidemment. La différence, ça sert dans le choix du vocabulaire, effectivement, où là je vais être d'accord avec toi, mais pas dans le côté, ça se lit très simplement parce que le vocabulaire est pauvre. C'est vraiment une question de choix, et chez Howard, le choix est assumé au niveau conscient, de façon, c'est quelqu'un qui va choisir les mots en fonction de son lecteur. Howard. Et là, je trouve qu'il est extrêmement fort. Ça veut dire que, pour en avoir parlé des Américains, on discutait un jour de où se passe, quelle est l'inspiration de Beyond the Black, au-delà de la rivière Noire en français. Parce que le Sprague de Camp avait dit, c'est automatique, ça se passe dans la région des Adirondacks, donc une région du nord-est des États-Unis. C'est là que Sprague de Camp avait grandi, et il dit, quand je lis la nouvelle, c'est exactement la description de là où j'ai grandi. Et il y avait Rusty Burke qui était là, il y avait Karl Wagner, et eux n'étaient pas d'accord du tout. Ils disaient non, moi quand je l'ai lu, ça ressemble, quand j'ai lu cette nouvelle, ça me faisait penser à... donc ils ont grandi tous les deux en Caroline du Nord, ça me faisait penser à la région de Chapel Hill, où j'ai grandi. Et en fait, Howard va utiliser des termes dans lesquels le lecteur va pouvoir se projeter et apporter, je dirais, sa part de lecteur sur le texte. Et c'est là que je trouve que Howard est extrêmement novateur, et c'est là aussi qu'il devient très difficile à traduire. Parce que lorsqu'on lit Howard, effectivement, on a cette sensation de fluidité qui est hallucinante.
Mais alors, à traduire, je peux vous garantir que d'ailleurs, il faut peiner. Pour en revenir sur Smith, une petite conclusion, enfin en tout cas en ce qui me concerne, sur le pourquoi est-ce que Smith est le moins connu des trois, c'est que Lovecraft et Howard sont parfois, à leur grand défendant, des créateurs d'univers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Conan, tout le monde connaît Cthulhu, mais Smith, alors je ne dis pas que c'est un avantage ou un inconvénient, mais il n'a pas créé de, entre guillemets, de mythe ou d'univers qui est instantanément reconnaissable par le grand public. Et c'est là pour moi qui est que repose entre guillemets le déficit de connaissance, de reconnaissance de Smith. Oui, je pense aussi qu'il y a, après la mort de Lovecraft et la mort d'Howard, il y a tout un travail de création de mythes qui se fait par Derleth, par Carter, par Strack de Camp, qui crée l'image d'un Lovecraft de providence, qui simplifie à l'extrême la figure de Howard. Il n'y a jamais eu ce travail pour Smith, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas eu, après, d'exécuteurs testamentaires qui sont embarqués dans une politique éditoriale, d'ailleurs pas toujours honnête. L'appel de Cthulhu, c'est l'appel d'une construction de Carter, si je me souviens bien, ou de Derleth, je ne sais plus. Le mythe de Cthulhu. Mais oui, le mythe. Mais Lovecraft a toujours protesté contre ce label. Il ne faut pas oublier que... Juste une chose, précisément, il appelait ça des Yog-Sothothery, et il parlait, pour décrire ces nouvelles dont la majorité se passe quand même dans la région d'Arkham, dans la Nouvelle-Angleterre, il parlait du cycle d'Arkham. Il n'a jamais parlé du cycle de Cthulhu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour Howard, c'est Strack de Camp qui a fait un hold-up littéraire sur l'œuvre, pour des motifs purement financiers, il l'a dit. Pour Lovecraft, alors Derleth c'est un petit peu différent, mais il faut oublier que lorsque Lovecraft est mort, il fait l'exécuteur testamentaire qu'il désigne, c'est Robert Barlow, c'est pas Derleth ni Randall qui vont écarter Barlow pour récupérer Arkham House et créer Arkham House, et donc s'emparer de l'héritage littéraire de Lovecraft, pour des motifs certes beaucoup moins mercenaires, mais qui n'en restent pas moins douteux, puisqu'il n'aimait pas trop Barlow, qui avait le malheur d'être homosexuel. Oui, absolument. En même temps, Derleth et André ont fait le travail qui fait qu'aujourd'hui nous connaissons Lovecraft, et après coup, maintenant il faut reprendre ce travail, mettre à bas toute cette imagerie fictive de poète maudit qui ne correspond à aucune espèce de réalité, et reprendre tout ça et remettre tout ça à plat. Oui, à cette nuance près, est-ce que Lovecraft avait vraiment besoin de Derleth? Est-ce que sans Derleth, on n'aurait pas Lovecraft aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ce type-là pour redécouvrir un jour le génie de Lovecraft? C'est une question, pour moi, elle est ouverte. C'est une question. Juste une chose, les trois auteurs dont il est question là aujourd'hui, Howard, Smith et Lovecraft, étaient quand même connus sous le nom de trois mousquetaires. On les désignait comme les trois mousquetaires de Weird Tales. Je voudrais revenir sur un truc dont tu parlais à propos de Smith. Alors malheureusement, je voulais vous l'apporter ce matin, et puis évidemment j'ai oublié. Mais la première lettre écrite par Lovecraft à la revue Weird Tales, alors elle est adressée non pas à Wright, mais à Greenberg, qui était rédacteur en chef à l'époque. Il lui dit, alors du coup je cite de mémoire, enfin, il dit à peu près ceci: cher monsieur, plusieurs de mes amis, il y a Dagon entre autres nouvelles, mais plusieurs de mes amis ont lu mes nouvelles, les ont trouvées bonnes, et ça, je me demandais si peut-être elles ne pourraient pas vous intéresser. Sachez que je ne m'intéresse qu'au genre de choses que les autres ne trouveront pas forcément intéressantes, l'horreur, le fantastique, des choses un peu comme il cite Yarpo. Il dit aussi, je n'écris que pour mon propre plaisir, et je ne m'intéresse pas tellement aux réactions des lecteurs. Et si jamais mes nouvelles devaient faire par vous l'objet de coupes, etc., je refuserais absolument toute publication. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que la lettre est publiée dans Weird Tales, par Baird, qui dit oui, bien sûr, alors nous allons accepter de publier Lovecraft, on va publier Dagon. Et en fait, dès la lettre même est publiée, elle est truffée de coupes déjà. Ça a été réécrit totalement par Weird Tales, mais ça, je crois que c'est malheureusement un sort auquel probablement, Patrice nous dira, mais peu d'auteurs ont échappé. Et c'est là, justement, je vais être en faux, puisque pour avoir comparé des versions publiées dans Weird Tales par rapport aux manuscrits originaux des Carbone, principalement sur Howard, il y a très très peu de coupes dans Weird Tales. Wright n'est pas quelqu'un qui censure. Il va juste censurer, ou comment dirais-je, simplifier certains dialogues qui sont jugés trop osés pour l'époque. Mais si une nouvelle ne lui plaît pas, il ne la prend pas. Si un passage ou un paragraphe ne lui plaît pas, il demande à ce que le paragraphe soit réécrit. Mais il ne va pas censurer dans le dos des auteurs. Par définition.
Je ne connais aucun exemple pour Howard. Astounding peut-être le faisait. Comment? Alors les autres revues à l'appel, c'est évident, mais Wright est un auteur, alors, sur un éditeur pardon, sur lequel on a dit beaucoup de mal par rapport à... Il peut avoir commis des erreurs, je pense qu'il a commis des erreurs sur Lovecraft en particulier, puisqu'à partir de 1931, il arrête de publier Lovecraft. Lovecraft n'a jamais fait, alors justement, parce que moi j'ai quelques numéros de Weird Tales aussi, pas beaucoup, enfin quelques-uns, notamment avec des couvertures illustrant des nouvelles où on a bien en avant Robert Howard. Lovecraft n'a jamais fait la couverture de... Mais ça c'est normal, c'est l'auteur qui a fait le plus de couvertures, c'est pas Howard non plus, c'est Cyber Queen. Non, mais juste pour dire, c'est quand même marrant aujourd'hui, avec le recul, de se dire qu'Howard, quand même, qui a été publié, reconnu par Weird Tales, n'en fait pas la couverture, alors qu'il fera les couvertures d'Astounding avec les montagnes et dans la ligne du temps. Weird Tales est une revue de seconde catégorie. C'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut garder ça en mémoire. Aujourd'hui, c'est une revue qui est légendaire. Tout le monde connaît. Les gens qui sont de ça connaissent tous Weird Tales parce que ben voilà, Lovecraft, Howard, Smith, Bradbury, Bloch, j'en passe. Que des légendes. Mais à l'époque, c'est une revue de troisième catégorie. Les grandes revues de l'époque, c'est Argosy, c'est Adventure, c'est les firmes, c'est Street & Smith. Weird Tales, c'est toute petite boîte du fond des bois qui publie une revue, qui essaye une fois d'en publier une deuxième, mais ça ne va pas marcher. Ils n'ont pas d'argent, ils payent mal, ils payent à parution, ils n'ont pas accès dans des nouvelles. Il faut surtout arrêter de considérer que Weird Tales, c'est une revue extraordinaire dans laquelle les gens savent ce qu'ils voulaient. La raison pour laquelle on a eu des couvertures où c'était Cyber Queen qui était mis en valeur, ou lorsqu'ils publiaient des nouvelles de Conan Howard, il n'y a pas Conan, on met deux femmes nues parce que... Pourquoi? Parce que ça vend. C'est une revue qui avait besoin absolument de vendre parce que autrement elle menaçait d'arrêter d'être publiée, tout simplement. Ils n'avaient pas d'argent. La raison pour laquelle Lovecraft ne paraît pas, c'est parce qu'il veut pas, Wright ne veut pas acheter de textes de Lovecraft à partir de 1930 et quelques, parce qu'il a l'impression que son lectorat ne va pas en vouloir acheter une revue où il y a du Lovecraft. Pour Cyber Queen, la raison pour laquelle Cyber Queen est l'auteur le plus acheté, le plus publié dans Weird Tales, c'est parce que le lectorat de base de Weird Tales est un lectorat qui va trouver que les nouvelles de Jules Bourdin sont des nouvelles honnêtes, en tout cas, qui vont faire que le lecteur va revenir acheter un Weird Tales le mois suivant. C'est pas Howard, alors Howard un petit peu dans les années 30, mais c'est pas Smith et c'est surtout pas Lovecraft. Bon, les amis, le temps passe vite, donc on va demander aux amis ici présents s'ils veulent intervenir. Je crois que Francis, tu faisais signe. Oui, je voulais dire qu'à cette époque-là, il n'y a pratiquement pas de littérature fantastique en kiosque. Et Weird Tales c'est vraiment une exception parce que c'est la seule revue qui a proposé un sommaire fantastique et qui a perduré. D'autres sont apparus, mais avec des parutions très éphémères d'à peine une dizaine de numéros, alors que d'autres genres étaient pléthoriques et provoquaient la naissance de centaines de titres différents par an. Le fantastique, non. Weird Tales, c'est l'exception qui a duré 25 ans. Les imitateurs ont tous coupé en moins de 2 ans. Oui. Ce genre n'était pas du tout vendeur. Il est normal que ces auteurs-là se soient retrouvés dans cette publication, mais ceci dit, Lovecraft était quand même mentionné sur les couvertures des numéros. Oui, son nom, bien sûr, comme d'autres. Oui, mais la nouvelle n'était pas illustrée. Pas forcément comme d'autres. Il y avait 2-3 noms qui étaient mentionnés. Cyber Queen très souvent, mais les sommaires comportaient une dizaine de textes. Tous les autres auteurs n'étaient pas cités. J'ai quand même un numéro de Weird Tales, je me trompe aussi. On a avec le temple, je ne sais pas si vous revoyez ce que c'est que cette nouvelle, avec un sous-marin nazi, si je me souviens bien. Pas nazi d'ailleurs, parce que c'est allemand, c'est pas la Première Guerre mondiale. La nouvelle, pour la trouver, il faut vraiment ouvrir la revue. Mais la peur, c'est le cas, il y a dans les premiers numéros de Weird Tales années 20, la revue fait dans les 160 pages, et il y a une trentaine de textes. Donc c'est des nouvelles de 3, 4, 5 pages, très courtes. Et progressivement, c'est lorsque Wright va arriver en 1924, qu'il va y avoir de plus en plus de textes longs et ambitieux. Et au niveau des couvertures, et on a un défilé ici qui est sympa sur le vidéo proche, on voit bien quand même, alors il y a différentes époques, là on a un Octobre 36, c'est l'écran rouge, août 36, mais il y a une époque où, en 33 en particulier, ce sont les couvertures de Brundage dans lesquelles il n'y a strictement aucun texte, il n'y a même pas de nouvelles par exemple, il n'y a aucun titre qui est donné. Ou alors il y en a juste un titre, comme ici. Brundage c'est Margaret, c'est une femme.
Oui, Margaret Brundage a été l'illustratrice d'Oberthes à partir de juillet 32 jusqu'à la fin de la servait souvent de ses filles d'ailleurs. Non, ça voilà, si bon, c'est une légende. C'est une légende. Je disais qu'elle se servait souvent de ses deux filles. Pour, non, elle n'avait pas de fille, donc elle ne risquait pas de s'en servir. C'est une légende qui perdure encore en France. Le modèle principal de Brundage, c'est elle-même. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, regardez la couverture, j'espère qu'elle va passer, la couverture d'Oberthes de mai 34, où c'est Conan avec Bellit. Bellit, c'est elle-même, et Conan, c'est le mec avec qui sortait Brundage à l'époque. Il y a un bouquin qui est paru il y a quelques mois aux États-Unis, qui a été fait par le père Korchak sur Brundage, que je vous recommande absolument, qui s'appelle Margaret Brundage, je ne sais plus le titre. Il est exceptionnel. Il y a toutes les couvertures de Brundage pour Oberthes en pleine page, et avec un texte de recherche sur Margaret Brundage. Mais depuis les années 70, on sait que c'est pas ses filles, sauf toi, pardon. Je crois qu'il y a une autre question. Moi, j'ai connu la science-fiction à travers des revues plus proches. Astounding Story, Amazing Story, et qui m'intéressait bien. Oui, alors Amazing, en fait, au départ, ça a commencé comme un pulp, comme Astounding. Alors, Amazing, c'était ce qu'on appelle la bedsheet, donc c'est une revue un peu plus grand que le format pulp, qui est devenu ensuite un pulp au format standard. Astounding a commencé en 1900. Alors, je crois qu'il y a eu deux Astounding, il me semble qu'il y en a eu en 1930 avec les Clayton. Le titre a été vendu. Et voilà, ça. Donc au début c'était Clayton en 1930 de mémoire, il y a eu 9 numéros, après c'est repassé à un truc plus classique, et là c'est du pulp. Et ce sont des revues qui ont comme beaucoup de pulp, soit ils ont périclité à la fin des années 40, lorsque les comic books ont commencé à devenir le marché dominant pour ce qui est la fiction populaire, soit la plupart ont fait une transition vers le format digest, donc un format plus petit, où on a eu If, Galaxy, etc., où c'est des revues donc, qui étaient d'un format beaucoup plus restreint. Il y avait des bons auteurs. De très très bons auteurs, évidemment. Ouais. Les derniers numéros de Oberthes sont en format digest, il y en a une dizaine. Voilà, tout à fait. 53-54. Jean. Deux petites remarques, une au sujet de Ward. Il y a un moyen d'arriver à l'œuvre de Ward qui a été celui de beaucoup de gens, à savoir de commencer par Rahan, qui est sa transposition en bande dessinée. Et Rahan, quand même, ne donne pas une idée, l'idée d'un imbécile primitif, c'est au contraire plutôt le guerrier philosophe de la préhistoire. Oui, c'est un petit peu le guerrier philosophe communiste de la préhistoire. Oui, je dirais, bien sûr, oui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver ça. Ah ouais, non, mais moi, j'ai de bons souvenirs de Chéret, de Rahan, Krao, enfin, c'est intéressant. Oui. Et ma seconde remarque au sujet de Smith, Smith a créé des univers, et évidemment il y en a plusieurs dans son œuvre, alors ça peut brouiller l'image qu'on peut avoir de lui, mais par exemple l'univers de Zotique, l'univers d'Averroï, qui sont des univers bien distincts, mais c'est peut-être cette multiplicité qui nuit à une vision plus grand public qu'on pourrait avoir de son œuvre. Oui, je suis d'accord. Hyperborée, Xicarf, Zotique, Atlantide. Enfin, il y a vraiment des séries d'univers qui sont exploitées par Smith. Chose qui tenait repiquée d'ailleurs chez Blavatsky et chez les théosophes, vraiment pour s'en servir comme matériau narratif. Ils faisaient tout ça de toute façon à l'époque. Ils faisaient tout ça. C'est assez amusant. Donc un vrai travail à faire là-dessus, je pense. Qui n'est pas encore fait à ma connaissance. Mais oui, il y a effectivement des univers chez Smith. Mais il n'y a pas un univers cohérent dans l'ensemble de l'œuvre. Et puis j'ai l'impression que lui, il est dans l'idée qu'il va faire une série sur Hyperborée, qu'il va faire une série sur Ricard, qu'il va faire une série sur Zotique, et il n'est pas dans l'ambition d'un seul univers cohérent. Je ne crois pas. Ce sont d'abord des prétextes narratifs avant tout. Il y a une histoire peut-être chez Smith, je m'avance un petit peu, lorsqu'il a commencé à écrire de la fiction véritablement à partir de 1929, c'était pour soutenir financièrement ses parents, de mémoire. Il avait écrit apparemment quelques contes orientaux dans les années 10, de mémoire aussi. Mais globalement, lorsqu'il arrête d'écrire de la fiction, c'est parce que ses parents sont, je crois, morts tous les deux, ou un des deux qui est mort, et il n'a plus besoin de... C'est pas quelqu'un qui va écrire de la fiction... C'est un des aspects. Je pense que la mort de Lovecraft a mis un coup à Smith là-dessus. Je pense que les rapports avec les éditeurs des différents pulps sont de plus en plus difficiles. Il est très mal payé, il est obligé de cavaler après les paiements. Il a des nouvelles qui sont prises mais qui ne sont pas publiées. Il y a des lettres qui montrent que Wright détient 4-5 nouvelles de Smith entre les mains et que Smith en attend la publication. Et il y a un moment, il est, je pense, écœuré.
Oui. Et puis il y a aussi effectivement la motivation du besoin d'argent pour aider ses parents qui n'a plus le même sens. Donc oui, il est important de se mettre dans le contexte de l'époque. Là, on est dans les années 30. Beaucoup d'auteurs, en tout cas des pulps, sont des gens qui écrivent parce qu'ils ont besoin d'argent. Que Weird Tales, c'est le seul débouché financier qui s'intéresse à tout ce qui est littérature fantastique. Et que lorsque Weird Tales prend un texte, le texte n'est pas payé à l'acceptation, mais à la parution. Et alors, pour Smith, je ne connais pas les dates, mais je sais que pour Howard, par exemple, j'ai des exemples des textes qui sont achetés et qui ne sont publiés que 2 ans plus tard. Donc il y a une nouvelle de ce mec en particulier qui a acheté en juillet 1930, elle ne paraît qu'en juillet 1932. Vous imaginez, quand vous avez besoin d'argent, on est durant la Grande Dépression aux États-Unis, le fait de ne pas attendre ce chèque-là tous les mois, c'est juste extrêmement difficile. Et, lorsque Howard écrit le 6 mai 1935 une lettre à Wright, il dit « Cher monsieur, c'est pas souvent que j'écris des lettres comme ça, mais là j'ai vraiment besoin d'argent. Aujourd'hui, donc on est en mai 1935, Weird Tales me doit $800. Donc vous imaginez ce que ça peut faire, $800. Pour vous donner un ordre de prix, Howard a acheté une voiture cash en 1932, elle lui a coûté $200. Donc il l'a acheté comme ça avec de l'argent liquide. Donc en mai 1935, Weird Tales devait $800 à Howard. Et à la mort d'Howard, Weird Tales devait $1350. Donc pour des gens qui ne vivent que de leur plume, lorsque vous avez votre débouché majeur qui est incapable de vous payer, c'est évident que la situation mensuelle ne devient pas forcément facile. Et on peut comprendre que, alors Howard arrête d'écrire pour Weird Tales en 1935, après les Clos Rouges, et Smith, a priori, c'est plus ou moins la même chose. 37, 38. Et des lettres de 23 où il répond à Lovecraft qui vient de lui mentionner l'existence de Weird Tales. Et on apprend qu'on est à 2 cents le mot lorsqu'on écrit pour Weird Tales, ce qui est très très faible. 2 cents, c'est le top tarif. C'est le top tarif. Howard a commencé à 0,5. 4 fois moins, et il a passé à 1 cent le mot en 1926, vous imaginez. Et Smith écrit que compte tenu de l'investissement de travail que représente l'écriture d'une nouvelle, c'est véritablement trop mal payé. C'est évident, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure des revues rivales d'Weird Tales. Il y en a un seul qui a duré quelques numéros, qui s'appelait Strange Tales. Et Strange Tales payait le double et à l'acceptation, et pourtant ça a duré que 9 numéros. C'était Clayton Publications. Meilleur. La qualité globale. La qualité globale était meilleure. Même le papier, aujourd'hui, quand on voit le papier aujourd'hui d'un Strange Tales, le papier est encore blanc. Alors vous avez un pulp d'un Weird Tales des années 30, le papier est automatiquement jaune. Je crois qu'il y a une question. Oui. Je voulais remarquer par rapport à Smith, c'est vrai que autant Howard que Lovecraft étaient très souvent édités. Alors que Smith, on a du mal quand même à trouver des bouquins. Il n'y a que chez Néo, éventuellement, qu'on arrive à trouver. En France, c'est confidentiel. C'est ça. Il y a la dernière publication, je crois, c'était Le Masque Fantastique, une collection qui est disparue aujourd'hui, que le titre m'échappe. Zotique, je crois. Zotique, oui. Il n'y a pas eu d'édition récente, à part la traduction par genre de poésie. Il y a très peu de choses. Aux États-Unis, lorsqu'un recueil de Smith est publié le jour. Et par moi, oui, mais moi, ce sont des travaux, ce ne sont pas des textes de Smith. Aux États-Unis, lorsqu'un bouquin de Smith est publié, le tirage est extrêmement faible. Il faut se jeter dessus tout de suite parce qu'il est immédiatement épuisé et ensuite parfaitement inabordable. Il y a une intégrale qui est sortie il y a 4-5 ans aux États-Unis, de l'intégrale Nouvelle Fantastique chez Hippocampus, crois-je. Et sous la direction de Scott Connors et de je ne sais plus qui reprend l'intégralité des textes de Smith à partir des manuscrits originaux quand on les a, qui est très très bien. Le problème, c'est que le premier et le deuxième sont maintenant épuisés et quand on les voit, il faut compter 400 ou 500 $ pour les choper. Il avait été vaguement question en France de republier, de rééditer, de retraduire du Smith. Le problème, c'est qu'un éditeur ne s'y retrouverait pas. Vraiment, avec les frais de traduction et autres, c'est vraiment une question au fond. Oui, ces auteurs sont morts maintenant depuis un peu de temps. Donc leur œuvre va passer un moment ou un autre dans le domaine public. Mais est-ce que c'est pas justement à ce moment-là qu'on va pouvoir voir des rééditions? Sur Lovecraft, alors très rapidement, justement, on pose très souvent la question pourquoi le regain machin autour de Lovecraft. Je pense qu'il est toujours d'actualité. J'ai l'impression de dire pas forcément plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Simplement, il est dans le domaine public. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le retraduire. Il est mort en 1937, il est donc depuis 2007, ça fait pas si longtemps que ça. On peut je crois, je ne sais plus
s'il faut racheter les années de guerre ou pas. Il est en France et depuis 2008 pour Lovecraft. Après, ça dépend des textes, parce que tu as ceux qui l'ont écrit en collaboration. Tu en as qui l'ont écrit en collaboration, comme à travers les Bords de la Plage, un chose comme ça. Mais bon, maintenant, on n'a plus besoin de demander si vous voulez faire une nouvelle Cthulhu, un film Cthulhu, ce que vous voulez Cthulhu. Vous n'avez plus d'autorisation à demander à qui que ce soit. Vous pouvez le faire, ça je pense que ça explique tout simplement. Pour la retraduction par exemple de Démons et Merveilles, qui était un texte, on savait que la traduction d'origine qui date de 1954, on savait qu'elle n'était pas très bonne, qu'il fallait la reprendre, on ne pouvait pas le faire pour des questions de droit. Oui. Et pour Howard aussi depuis il est mort en 36, donc depuis 2007, le souci c'est qu'on n'est plus pour Howard dans une question de droit littéraire, mais qu'on est passé dans du trademark, puisqu'il y a eu des trademarks, donc des propriétés commerciales déposées sur Conan le Cimérien, Conan le Barbare, Conan le machin, Conan le truc, ce qui fait que vous avez le droit de publier des textes de Robert Howard, mais vous n'avez pas le droit de mettre Conan en couverture, vous n'avez pas le droit de mettre un barbare dessus. Enfin, il y a plein de freins parce que c'est devenu une commodité commerciale et que les gens qui gèrent à l'heure actuelle les œuvres de Howard contrôlent tout ça. Si vous regardez les Brajlon, par exemple, les Howard chez Brajlon, on a un petit TM à côté du nom de Robert Howard. C'est pas que le nom lui-même est copyrighté ou trademarké, c'est illégal, mais le logo, la police de caractère avec lequel apparaissent ces bouquins-là, elle est sous trademark, sous licence de chez Paradox. Donc on arrive dans le paradoxe Mickey Mouse, quelque part, ou quelque chose qui devrait être domaine public et donc qui devrait être devenu depuis longtemps un bien de l'humanité, reste une propriété commerciale parce qu'il y a de l'argent à se faire. Jean-Louis, tu voulais dire quelque chose? C'était à propos de Smith, le premier livre traduit en France, date de 1974, chez Christian Bourgois, Autre Dimension. Très très bon anglais. Et devenu introuvable maintenant. Pas moyen de le retrouver où que ce soit. Mais bon, pourquoi elle fait du bon boulot dans l'ensemble pour ce type de littérature? Ah oui. D'autres questions? Vas-y. Est-ce que, comme Lovecraft est très connu en France, enfin, à votre avis? Non. Ça dépend de qui, c'est toujours le problème. Toujours dans quelle sphère on parle. Ma femme ne le connaît pas. Enfin, elle le connaît maintenant, mais elle ne le connaissait pas. À Londres, il y a un sex shop qui s'appelle Lovecraft. Ouais, je connais. Qui est vraiment que les gens prennent en photo leur ils sont à Londres évidemment, et qu'il y a toujours des gens bizarres qui ne regardent pas. Non, mais il y aurait c'est thématique Lovecraft dans ce secteur. À propos d'adaptation et autres, c'est vrai que le cinéma n'a pas toujours été très sympa avec Lovecraft. Alors il était question il y a quelques années d'une adaptation par Guillermo del Toro et peut-être avec Cameron des Montagnes hallucinées. Puis finalement ça ne s'est pas fait. Enfin, Guillermo del Toro a dit qu'il ne renonçait pas au projet, etc. Alors c'est peut-être qu'effectivement, si un jour il fait son Montagnes hallucinées, peut-être que Lovecraft sera plus connu du grand public. Enfin, aujourd'hui, non, je considère qu'il n'est pas connu du grand public, c'est pas Tolkien, si vous voulez. Il y a encore, d'ailleurs, Tolkien n'est pas forcément si connu que ça du grand public, on va connaître Le Seigneur des Anneaux, voilà. Mais peut-être pas Tolkien. Hein. Une anecdote, c'est qu'à l'œil du Sphinx, nous avons un auteur qui s'appelle Jackie Ferjot, qui a publié plusieurs bouquins sur Lovecraft. Et voilà, la fausse autobiographie, Lovecraft et la politique, et va sortir prochainement, début d'année, la bibliothèque de Lovecraft, d'après ses lettres, les bouquins qu'il cite, et il prépare aussi actuellement un guide de Lovecraft à New York. Mais si je parle de ça, c'est pas pour parler de ses prochains bouquins, enfin, encore que c'est intéressant, mais c'est simplement pour dire que Jackie Ferjot, c'est un monsieur qui a découvert Lovecraft l'année où il est parti à la retraite. Hein, est-ce qu'on connaît Lovecraft? Il l'a découvert en partant à la retraite et il s'en est parmi. Et je lui souhaite très longue vie parce qu'il est prolifique. Tu voulais dire quelque chose? Oui, au sujet du cinéma, Lovecraft et le cinéma, il y a également, et ça déborde le cinéma, toute l'influence qui est diffuse, par exemple, pour Lovecraft et pour les Montagnes hallucinées. Il me paraît inévitable, il me paraît évident que c'est un récit qui a inspiré Alien versus Predator. C'est au tout début, quand on découvre la cité souterraine. Et il me semble que c'est le cas aussi pour Edgar Poe. D'ailleurs, il y a une influence diffuse de certains très grands auteurs auprès d'un très vaste public, même pas
pas de quoi il s'agit. Oui. C'est le cas aussi pour Philippe K. Dick, par exemple. C'est-à-dire que beaucoup de films sont dickiens sans être des adaptations directes de Philippe K. Dick. Après Lovecraft, son influence, je prends dans les jeux vidéo, par exemple, c'est majeur. Il y a quelques jours, je lisais une bande dessinée des Américaines de fin des années 40, un américain qui s'appelle Wallace Wood, que vous connaissez peut-être. C'était un truc, une sorte d'amour qu'il a publié, qu'il a fait paraître à début des 50, fin des 40, parce que voilà, il fallait vraiment qu'il gagne de l'argent, et donc c'était des histoires absolument illisibles sur une je l'aime, il ne m'aime pas, va-t-il m'épouser. Et donc c'est une demoiselle éthérée américaine, c'est une histoire horrible, et puis à un moment, on voit cette femme dans sa chambre, et on voit sa table de nuit, et à côté il y a un bouquin, et il y a marqué le Necronomicon. Et on sent trop, on est en 49, hein, et donc on sent trop que Wood, qui va être un gros fan de Lovecraft, devait s'ennuyer à mourir en faisant ça, et hop, il glisse son petit Necronomicon comme ça, et qui sait qui pouvait capter la référence à l'époque. Justement, j'allais parler du Necronomicon. Le Necronomicon, à mon avis, je ne sais pas si tout le monde, peut-être que finalement le Necronomicon est peut-être plus connu auprès du grand public, entre guillemets, hein, que Lovecraft. Hein. Mais Cthulhu commence à être bien connu plus que Lovecraft, comme Conan pour Howard. Il y a combien de t-shirts Cthulhu président Oui, les badges, ça ce serait bien, ça ce serait bien. Je crois qu'il y a une question là. Ah, oui, aussi, enfin, une remarque aussi en musique aussi, Lovecraft inspire beaucoup de groupes de black metal. Oui, exact. Metallica, Cthulhu, etc. Depuis Il y a eu un groupe qui s'appelait H.P. Lovecraft. Ouais. Bien entendu. Moi j'ai vu qu'il y a un groupe qui s'appelle Conan qui est sorti il y a pas longtemps. À mon avis, ça va être. Enfin, bref, en tout cas, oui, ça montre bien que même si ces auteurs-là ne sont pas forcément connus du grand public, on les retrouve partout, qu'on le veuille ou non, et les gens sont exposés à ces. Smith un petit peu moins. En tout cas, ils sont exposés aux créations de ces auteurs et de cette. On vient de voir le premier numéro de Weird Tales qui est sur la gauche là, avril 23. Et oui, les gens sont exposés de façon diffuse à l'œuvre de ces auteurs, donc ce qui montre que quand même leur legs, leur héritage est toujours là. Bien, je crois que nous arrivons au terme de cet intéressant. Bon, nos trois invités, est-ce que vous voulez en un mot rajouter quelque chose sur un projet, quelque chose que vous êtes en train de faire en ce moment? Je prépare une traduction de la correspondance de Smith telle qu'elle a été publiée aux États-Unis, enfin des lettres qui ont été publiées aux États-Unis, de son petit recueil d'essais qui s'appelle Planet and Dimensions, qui sont des petits articles parus dans différentes revues sur l'art d'écrire selon Smith, et puis enfin une traduction de son Black Book, qui est un carnet de notes dans lequel il notait des synopsis d'histoire, des projets, des noms de personnages et autres. Voilà. Le propos étant de fournir aux lecteurs français un peu de matériaux de recherche pour parler sur Smith. Juste une chose très rapidement, petite parenthèse, pardon, je me le permets, pour rejoindre ta première question. Je pense que le travail critique à faire sur Lovecraft, Howard, même si Howard a énorme de trucs, et Smith, en France, tout est à inventer. Hein. Vraiment, on n'a rien fait. Hein. Ok, tes travaux en cours, tu as quelque chose à dire? Je suis débordé là, par mes travaux. Si on a plusieurs beaux projets avec Patrice, deux notamment, je te laisse en parler. C'est gentil. Donc, alors, aux États-Unis, je suis en train de terminer, là c'est pour le marché américain, l'intégrale des nouvelles de Box de voir en 4 volumes. Donc on a fait paraître le premier, on a le deuxième qui sort, et pour la France, chez Brajlon, je sors le 11e volume Howard au printemps, au mois d'avril ou mai, je pense. Il s'appellera Agnès la Noire, donc ce sera l'avant-dernier de ma série de 12. Donc le projet dont parlait David, donc ça reste un projet pour l'instant, même c'est un beau projet, j'espère qu'on va pouvoir mener à terme, c'est la traduction de la correspondance Howard Lovecraft pour bientôt, j'espère, on verra. Mais c'est un projet titanesque dans lequel il n'y a strictement aucun argent à se faire pour les éditeurs. Bon, très bien, merci. Bon, David et Patrice, merci beaucoup. Merci à vous, et puis bon appétit.